décidé de venir devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire précisément au lendemain du vote de confiance de l'Assemblée nationale, c'est d'abord pour marquer le respect de mon gouvernement envers le Sénat et tous ses membres, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Hier, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, je vous ai dit ce que seront les grandes orientations de mon gouvernement. Je vous ai exposé mes priorités, mais aussi les principes qui guideront notre action, sans rien cacher des difficultés que nous aurons à affronter. Je vous ai tenu un langage de vérité. Mais en même temps, je veux combattre l'esprit de résignation et appeler à la mobilisation de toutes les forces de la France. Je suis convaincu que le Sénat est prêt à prendre toute sa part dans le redressement du pays. En portant François Hollande à la présidence de la République, puis en donnant à mon gouvernement les moyens d'agir, grâce à une large majorité à l'Assemblée nationale, les Français ont fait le choix du changement. Je n'oublie pas pour autant que les prémices du changement sont venues du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, et c'était en septembre 2011. Je le dis avec tout le respect que je dois à tous les autres sénateurs, mais c'est vrai que quand la gauche, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, a obtenu la majorité au sein de votre Assemblée, je me permets de le saluer. Mais je voudrais ici vous saluer particulièrement, Monsieur le Président du Sénat, parce que vous avez su conduire la transition dans le respect des traditions de cette Assemblée, tout en donnant l'image d'un Sénat modernisé et renouvelé. Vous avez d'ailleurs dit le Sénat existe et continue d'exister, de travailler au-delà des modes. Eh bien, cela me convient très bien. Une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat, me direz-vous, et c'est une situation inédite, mais surtout, elle donne à mon gouvernement une responsabilité particulière. Elle rend possible des réformes cohérentes, ambitieuses, que les Français attendent. Et elle permettra, j'en suis sûr, d'améliorer la qualité du travail parlementaire entre les deux assemblées et d'obtenir, grâce notamment, dans le cadre des commissions mixtes paritaires, des solutions en cherchant à rapprocher les points de vue des députés et des sénateurs sans forcément aller vers la domination des uns vers les autres, mais avec un seul objectif, c'est de soumettre au vote des parlementaires des lois plus efficaces, plus applicables, plus compréhensibles et donc plus utiles aux Françaises et aux Français. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis comme vous attaché au bicamérisme. L'expérience, votre expérience et votre expertise, les sénateurs de la majorité comme de l'opposition, nous aident et nous aideront à produire des textes de qualité, c'est-à-dire utiles, je viens de le dire, et applicables. Les travaux et les contributions du Sénat, qui d'ailleurs rejoignent très souvent les priorités du gouvernement, doivent être pour notre action une source d'inspiration constante. Je m'engage ici aujourd'hui à associer les représentants du Parlement le plus en amont possible pour préparer les grandes décisions du gouvernement. Je crois que c'est la bonne manière pour renforcer le rôle et les droits du Parlement. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le Président de la République a fixé le cap. Ce sont ses engagements de la campagne des élections présidentielles. C'est le redressement du pays dans la justice. C'est la feuille de route du gouvernement. Et avec vous, nous relèverons le défi et nous redonnerons à des millions de Françaises et de Français des raisons de croire à nouveau
dans l'action publique. La situation de notre économie, vous la connaissez très bien. Elle oblige mon gouvernement à agir, et cela sans tarder. Agir contre le chômage d'abord, qui touche aujourd'hui près de 3 millions de personnes dans notre pays. Agir contre la désindustrialisation et le recul de notre compétitivité, qui se traduisent par un déficit commercial record et la multiplication ces dernières semaines de plans sociaux parfois extrêmement importants. Agir aussi contre l'augmentation massive de la dette publique, dont le poids est aujourd'hui écrasant et qui absorbe une grande partie de la richesse produite par notre pays. Depuis 2007, la dette de la France, je l'ai rappelé hier, mais je le redis devant vous aujourd'hui, a augmenté de 600 milliards. Je dis bien 600 milliards d'euros, c'est une somme très importante. Et les intérêts de la dette représentent 50 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Eh bien, je refuse de reporter un tel fardeau sur les générations futures, et ça, c'est une responsabilité collective, non seulement du gouvernement, mais de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont une responsabilité devant les Français, et bien sûr les parlementaires, députés comme sénateurs, en ont une particulière, puisqu'ils sont une partie de la souveraineté nationale. Je ne sous-estime pas l'impact de la crise financière mondiale, évidemment. Cette crise qui affecte durablement et fortement l'ensemble des pays occidentaux. Je sais que tous les gouvernements, quelle que soit la majorité en place, sont confrontés à de très dures réalités, notamment, et c'est vrai, pour les pays de la zone euro. Mais je crois aussi que la situation dont nous héritons est le produit de choix et d'erreurs passées, et souvent de choix injustes et inefficaces qu'il nous appartient de corriger. Avec le Président de la République, nous avons proposé un autre chemin aux Françaises et aux Français. Et les Français nous ont accordé leur confiance. Les engagements que nous avons pris devant eux seront tenus. Le Président de la République avait dénoncé pendant sa campagne la généralisation de l'austérité en Europe. Il avait annoncé son intention de mobiliser les dirigeants européens en faveur de la croissance. Eh bien, je le redis ici devant la Haute Assemblée, le vote des Français à l'élection présidentielle, conforté par le vote aux élections législatives, a fait bouger les lignes en Europe. Et le Conseil européen des 28 et 29 juin a adopté un pacte de croissance. Oui, 120 milliards d'euros, certains trouvent que ce n'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup et surtout c'est un levier de mobilisation pour tous ceux qui ont des projets, et la France en a. Et en tout cas, c'est un succès pour la France et pour tous les Européens qui croient à l'avenir de notre projet commun. Et personne n'est resté indifférent à ce qui s'est passé le 28 et 29 juin dernier. Certains pensaient que le vote du peuple français ne servait à rien. Moi, j'ai toujours dit que l'élection d'un nouveau président de la République non seulement bougerait les lignes, mais créerait un nouvel horizon, un nouvel espoir en Europe. Eh bien, nous y sommes, mesdames et messieurs les sénateurs. C'est la raison pour laquelle je demanderai au Parlement de se prononcer sur l'ensemble des textes qui sont issus de cette négociation européenne. Le pacte de croissance, la taxe sur les transactions financières, combien de vœux votés, combien de résolutions adoptées, mais qui ne débouchaient jamais sur rien. Eh bien maintenant, c'est décidé. Nous allons le faire. La taxe sur les transactions financières, ça dépendra de votre vote ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est donc sur cet ensemble, la supervision bancaire, le rôle que jouera désormais la Banque centrale européenne, avec le mécanisme européen de stabilité et le traité de stabilité budgétaire, que vous serez amenés à vous prononcer. Oui, je vous appellerai
à approuver cette nouvelle étape de la construction européenne, c'est-à-dire celle de l'intégration solidaire. Mais je le redis encore, et je ne l'ai pas dit seulement hier à l'Assemblée nationale, c'est clair depuis la campagne présidentielle, c'était un engagement du président de la République et c'est la mission du gouvernement, c'est de maîtriser les dépenses publiques. Il ne s'agit pas de feindre ici que nous aurions découvert une situation que nous connaissions malheureusement trop bien. Le projet de loi de finances rectificative qui a été adopté ce matin en Conseil des ministres et qui sera soumis prochainement à votre délibération est d'abord présenté aux commissions des finances. Il permettra de tenir un engagement pris par le président de la République dans la campagne électorale, c'est-à-dire de réduire le déficit dès 2012 à 4,5% de la richesse nationale. Et nous reviendrons à l'équilibre conformément aux engagements à la fin du quinquennat, c'est-à-dire à l'horizon 2017. Pour ceux que cela pourrait surprendre, mais en démocratie, c'est quand même une évidence, l'ambition de mon gouvernement, c'est de gouverner dans la durée. C'est surtout de réussir le changement en profondeur. Et sans maîtrise des comptes publics, il n'y a pas d'action possible dans la durée. C'est pour ça que je l'ai dit et je le répète devant vous. Nous ne sommes pas un tournant, comme je l'ai dit, lu ici ou là. Nous sommes dans la cohérence des engagements qui ont été pris, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de renoncement, il y aura le respect des engagements pris devant le peuple français. Et justement, pour y contribuer, la réforme fiscale est l'une des grandes priorités du gouvernement. Ses objectifs sont clairs. Mobiliser de nouvelles recettes, mettre à contribution ceux qui ont été exonérés jusqu'à présent de l'effort collectif, tout en épargnant les classes moyennes et les classes populaires. Voilà le fil conducteur de l'action gouvernementale. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, vous en prendrez connaissance. Le projet de loi de finances rectificative intègre ces priorités. Le gouvernement propose de revenir sur l'allègement de l'impôt sur la fortune. Oui, c'est-à-dire 1% de ces contribuables. On dit les ménages sont touchés. Mais quels ménages? Ceux qui peuvent contribuer à l'effort national. C'est ceux-là qui sont appelés. Et puis enfin, parce que c'était passé inaperçu, on avait dit qu'on avait supprimé le bouclier fiscal. En fait, non. Le bouclier fiscal, il existe toujours. La loi de finances rectificative propose de le supprimer définitivement et de mettre aussi à contribution, de façon exceptionnelle, les grandes entreprises bancaires et pétrolières. En revanche, et c'est là la cohérence et la justice, la hausse de la TVA qu'une partie d'entre vous avait votée, proclamée pour le 1er octobre prochain, sera abrogée tout simplement parce que c'était un prélèvement sur les classes moyennes et les classes populaires. Et quant à la TVA sur le livre et sur le spectacle vivant, elle sera ramenée à 5,5%. Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2013, les revenus du capital seront imposés au même titre que ceux du travail. L'impôt sur le revenu sera rendu plus progressif et plus juste. Pour les plus riches, une tranche d'imposition à 45% sera créée et pour les revenus annuels supérieurs à 1 million d'euros, c'est une imposition supplémentaire à 75% qui sera instaurée. En nous donnant une majorité, les Français ont fait le choix de la justice. Mesdames, Messieurs les sénateurs, la méthode de mon gouvernement, elle est connue. Dire la vérité, dialoguer et négocier. Vous jugerez sur pièce comme tous les Français. Je ne demande pas d'être jugé à l'avance. C'est un engagement que je prends ici au nom du gouvernement. Parce que je sais aussi que le changement ne se décrète pas. C'est un mouvement, le changement. Il est porté par tous les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, les élus locaux, les associations. Et je sais que, toutes tendances confondues, le Sénat est attaché à cette conception de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie apaisée, où le pouvoir d'un seul ne saurait s'imposer à la délibération collective,
où l'esprit systématique de division ne saurait l'emporter sur la recherche de la cohésion sociale et nationale. Alors oui, c'est vrai, j'appelle de mes vœux que nos pratiques évoluent. Je souhaite que la culture de l'accord s'impose peu à peu, et mon gouvernement donnera toutes ses chances au dialogue social. C'est d'ailleurs l'objet de la grande conférence sociale qui s'ouvrira dans quelques jours et qui illustrera ce changement de méthode. Dans le même esprit, d'autres concertations se tiendront sur les priorités du quinquennat. J'ouvrirai demain, avec le ministre de l'Éducation, une consultation sur la refondation de l'école. C'est la priorité donnée à la jeunesse. Nous ne pouvons pas accepter, et combien de missions parlementaires l'ont démontré, et notamment sénatoriales, le maintien de l'échec scolaire à un tel niveau dans notre pays, ni le creusement des inégalités sociales et territoriales. Alors nous assumons pleinement le choix qui a été annoncé par le Président de la République, c'est-à-dire créer pendant ce quinquennat 60 000 postes supplémentaires pour que l'école bénéficie enfin d'un soutien massif. Mais avec des choix de stratégie pour redresser notre système éducatif, pour lui redonner toute sa force, toute sa puissance, et notamment à notre école, l'école de la République, celle qui forme de futurs citoyens. Le gouvernement concentrera son action sur l'enseignement primaire. Ce n'est pas du discours pour ceux qui ont détruit 60 à 80 000 postes dans l'éducation nationale. C'est au début de cycle que se joue l'avenir des enfants, et d'abord dès l'école primaire, et vous le savez bien. Et puis au début du cycle universitaire, où il y a là aussi trop d'échecs. Un nouvel élan sera donc donné aussi à l'éducation prioritaire, là où il y en a le plus besoin. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est le chômage des jeunes. C'est un niveau incroyable dans un pays comme la France et auquel nous ne nous résignons pas. Alors c'est un combat, c'est vrai, que nous voulons mener. Et puis en même temps, il y a l'urgence pour l'emploi des jeunes. C'est le sens du contrat de génération qui sera discuté à la conférence sociale. Maintien d'un senior dans l'emploi, plutôt que de jeter ceux qui, à près 50 ans, sont soi-disant inutiles à la société et qui ont tant à donner par leur expérience. Et puis c'est l'emploi d'un jeune en contrat à durée indéterminée, parfois avec un diplôme souvent élevé et qui ne trouve pas de travail. Et puis dans les mesures d'urgence, il y a la création de 150 000 emplois d'avenir qui seront créés pour permettre l'insertion professionnelle des jeunes, oui, en particulier là où le taux de chômage est le plus élevé dans nos quartiers et nos régions rurales. Quant à l'accès au logement, par la caution solidaire, il sera facilité. Mesdames, Messieurs les sénateurs, il y a un autre grand chantier auquel je sais que vous êtes attachés. C'est celui du redressement productif. Nous ne pouvons pas accepter le décrochage de l'industrie française. Et je sais que je parle ici à des hommes et à des femmes convaincus, de bonne foi, et qui l'ont souvent souligné, sur tous les bancs de cette Assemblée, en tout cas une grande partie. Le décrochage de l'industrie française, la baisse continue de notre compétitivité, les difficultés de nos PME, et vous qui êtes les élus de territoire de toute la France, en contact avec les élus locaux, qui sont vos électeurs, vous savez bien que c'est une réalité et qu'il faut aussi aider nos PME, et en particulier pour les aider à accéder au financement. Le chantier du redressement productif, il est immense. La part de l'industrie est passée de 26% à 13% dans la production nationale en 10 ans. 750 000 emplois ont été détruits. Détruits, 750 000 emplois. Croyez-vous que ça soit venu de telle ou telle décision? Non, je pense que la crise est profonde et qu'elle est structurelle. Vous voyez, comme vous êtes dans la facilité, ça ne vous arrange pas et ça ne vous permettra pas de retrouver la confiance de ceux qui vous ont abandonné. Il y a une chose qu'il faut faire, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est mettre enfin la finance au service de l'économie réelle. Et c'est nécessaire en mobilisant une partie de l'épargne populaire et en créant la banque publique d'investissement qui sera créée pour être opérationnelle avant la fin de l'année.
dans tous les secteurs de l'économie et de l'industrie, comme dans l'agriculture. Nous viserons l'amélioration de la qualité des produits. Nous devons renforcer notre compétitivité structurelle. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, hier, l'a évoqué, je le fais brièvement, c'est aussi notre volonté de mettre en place une véritable diplomatie économique qui nous permette de regagner des parts de marché, de développer nos capacités de production nationale en nous protégeant de pratiques commerciales déloyales. Et c'est l'une d'entre vous, Madame Nicole Bricq, qui est aussi ministre du Commerce extérieur et avec le ministre des Affaires étrangères, mènera à bien ce combat. Mesdames et messieurs les sénateurs, il n'y a pas de fatalité au creusement de notre déficit commercial et au plan de licenciement. C'est le sens du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi que je vous propose. Quant à la transition écologique et énergétique, elle est aussi une de nos priorités, bien sûr. Elle est au cœur du projet gouvernemental. Il s'agit en effet de développer une économie verte, fondée sur l'innovation technologique, qui sera créatrice d'emplois qualifiés et diminuera notre empreinte écologique. C'est donc un grand programme massif d'économie d'énergie que nous allons lancer et qui nous permettra de mettre en œuvre un plan ambitieux de développement des énergies renouvelables. Et quant à la part du nucléaire dans le mix énergétique que nous voulons réaliser, la part de le nucléaire passera de 75 à 50% à l'horizon 2025. Et quant à la solidarité et à la justice, le gouvernement travaille pour mettre rapidement en œuvre une tarification progressive sur le gaz et l'électricité qui ne peuvent être livrés à la seule loi du marché avec un forfait, puis ensuite une tarification progressive. J'ai demandé au gouvernement d'agir vite, tant dans ce secteur, les inégalités sont criantes et deviennent insupportables. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je voudrais terminer mon discours en adressant un message particulier au Sénat. Dans votre rôle constitutionnel de représentation des collectivités territoriales de la République, parce que je veux vous parler aussi de nos territoires. J'ai dit hier à l'Assemblée nationale, moi je pensais qu'avec les députés qui étaient dissipés, mais à droite ici, ça ressemble. Eh bien, je m'adresse à toutes et à tous pour dire que je compte sur la mobilisation de tous les acteurs en faveur du redressement du pays et que ce redressement passe, et vous le savez mieux que quiconque, par l'action des collectivités locales, de métropole et de l'outre-mer. Oui, c'est vrai. L'investissement public que les collectivités locales mobilisent et la vigueur de la démocratie locale, ce sont des atouts essentiels. Et je crois, moi aussi, à l'intelligence des territoires, parce que partout, les collectivités s'engagent pour soutenir des activités industrielles porteuses d'avenir. Investissement dans le très haut débit, soutien aux PME innovantes, soutien à des projets d'excellence dans le domaine du développement durable. Je pourrais multiplier les exemples, vous pourriez en parler, je les ai vus sur les territoires partout en France et c'est cela que je veux encourager. Et la Banque publique d'investissement que je viens d'évoquer, elle sera créée rapidement, mais surtout elle travaillera au plus près des territoires, parce que sinon ça sera un outil centralisé et son efficacité ne sera pas celle que les Français attendent. C'est avec vous, avec les territoires, avec les régions d'abord, avec l'ensemble des territoires, que cette Banque publique d'investissement portera et soutiendra les projets de développement économique. Et c'est vrai aussi dans le domaine du logement. L'État mettra à disposition gratuitement, c'est un engagement auquel je tiens particulièrement, malgré tous les conservatismes qui existent, les bonnes raisons de ne rien faire, mettra gratuitement à disposition des collectivités locales des terrains afin de permettre
la réalisation de programmes de construction et d'aménagement urbain respectueux de la mixité sociale. Ça sera une démarche contractuelle, mais l'État met sur la table ce qu'il possède et aux collectivités locales d'agir. Je leur fais confiance, elles le feront. D'ailleurs, ça vaut aussi pour la construction de logements sociaux. 500 000 logements, dont 550 000 logements sociaux, beaucoup de collectivités prennent leur part pour atteindre les 20 %. Il y a encore des résistances. Il y a toujours une bonne raison. Parfois, il y a eu des tentations parlementaires pour limiter les obligations. Eh bien, le gouvernement fera des propositions qui imposeront une sanction plus forte, j'ai dit multipliée par 5, pour ceux qui ne respectent pas la loi, qui ne respectaient bien, le fassent aussi. Mais avec les collectivités locales, je veux bâtir une relation de confiance, car je crois profondément dans l'alliance de l'État et des collectivités locales pour mettre en œuvre le mouvement de la société. Les collectivités, de même que le Parlement, ne sont pas des faire-valoir. Le maire de Nantes que j'ai été jusqu'à la semaine dernière a trop souvent regretté le manque de considération de l'exécutif pour l'action des élus locaux. Ce sont des élus de proximité, dont la légitimité est entière, qui ont la confiance de leurs concitoyens. Ils connaissent mieux que quiconque les dégâts de la crise, dans nos quartiers, dans nos cités, comme dans les zones rurales. Ils savent l'impatience, l'exigence de justice et d'égalité. Eh bien, c'est avec eux que je veux réussir le redressement et le retour de la confiance dans le pays. Et c'est pour cela que je veux, avec mon gouvernement, préparer une nouvelle étape de la décentralisation et donner toute leur place aux libertés locales. Je recevrai ce mois-ci toutes les associations d'élus et je poursuivrai les consultations à la rentrée. Je m'appuierai sur les conclusions, bien évidemment, des États généraux de la démocratie locale organisés à votre initiative, Monsieur le Président du Sénat. Ainsi, le gouvernement disposera de nombreuses propositions et un projet de loi sera déposé avant la fin de l'année devant vos assemblées. Et en vertu de la Constitution, tout projet de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales doit vous être soumis en premier lieu. Vous serez donc porteur de la réforme territoriale. Les citoyens attendent de cette nouvelle étape de la décentralisation que l'État et les collectivités locales mènent une action plus lisible, plus efficace, mais aussi moins coûteuse, en tout cas qui préserve l'argent public pour que cet argent public soit efficace au service de nos concitoyens. Nous proposerons la création du Haut Conseil des territoires, instance de concertation et de proposition qui permettra aux représentants des élus de se réunir et débattre régulièrement avec les représentants de l'État, qui s'appuiera bien sûr sur le Sénat, comme le Président de la République, dans sa campagne électorale, l'avait précisément annoncé dans son discours de Dijon, Monsieur le Président du groupe socialiste du Sénat, le 3 mars dernier. Et quant au conseiller territorial, eh bien, cette loi qui l'a créé sera abrogée. Alors, en conséquence, nous procéderons à la modification du mode de scrutin des conseillers généraux pour permettre une meilleure représentativité des assemblées départementales et aussi pour plus de parité. C'est la loi de la République. Mais dans le respect du rôle de chaque assemblée, la modification du mode de scrutin, l'adoption du futur calendrier des élections cantonales et régionales sera... Chers collègues, je pensais que vous étiez au courant que l'abrogation du conseiller territorial impliquait une modification évidente, spontanée. Alors vous en reparlerez, mais vous verrez que je ne suis pas à côté de la plaque et que le calendrier des élections cantonales et régionales sera élaboré de manière transparente dans la concertation, contrairement aux habitudes, et particulièrement avec le Sénat.
Alors, quant aux structures intercommunales, sans développer tous les points, vous savez bien qu'il y a une exigence citoyenne de légitimité démocratique. Mais là encore, il faut accepter la diversité des territoires, la diversité de la France. Il n'y a pas de modèle unique. Et certains mouvements, certaines associations ou citoyens demandent l'introduction du suffrage direct pour les agglomérations les plus importantes. En tout cas, cette question, elle est ouverte. Et elle sera inscrite dans le débat que nous aurons avec vous, avec les associations d'élus, que nous aurons évidemment avec les citoyens. En tout cas, je m'engage à ce que le Parlement soit associé étroitement à la réflexion préalable à toutes les modifications les plus importantes, et notamment sur ce point. Et quant aux parlementaires, vous êtes ici très attachés à consacrer le maximum de temps à l'exercice de votre mandat, conformément aux engagements du Président de la République. Cela vous a été dit hier, ici, à travers le discours de politique générale. Il sera mis fin au cumul entre un mandat de parlementaire et l'exercice de fonctions exécutives locales pour que cela soit effectif et applicable avant 2014. Quant aux collectivités locales, il n'y a pas de raison que les parlementaires ne suivent pas ce que le gouvernement applique pour tous les membres du gouvernement. Il n'y a plus de cumul entre un mandat exécutif local et l'exercice d'une fonction gouvernementale, contrairement à ce que c'était il y a encore quelques semaines. Mais, rassurez-vous, là je parle des conditions de travail des parlementaires et c'est comme ça que les Français nous attendent. Je suis prêt avec le gouvernement à confier de nouvelles responsabilités aux élus des collectivités territoriales. Et c'est ça la décentralisation. C'est de nouvelles compétences ou des délégations nouvelles, mais toujours avec le même souci de la transparence, avec le même souci de la justice. Vous voyez que j'écoute même l'opposition. Avec le même souci de coordonner l'action des collectivités locales entre elles et avec l'État, sans doublons, sans dépenses supplémentaires, avec un seul souci, l'efficacité de l'action publique. Mais je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Et qu'il n'y a pas de recette miracle et toute faite à l'avance. Et qu'elle ne peut pas venir d'une initiative technocratique, elle doit être démocratique. C'est pour ça que nous sommes prêts à procéder aussi par expérimentation, pour ceux et celles qui le souhaiteront, pour éprouver une nouvelle compétence afin d'en prendre l'éventuelle responsabilité. Nous avons tous des exemples. C'est vrai pour les compétences, c'est vrai pour les délégations. Combien ai-je entendu de protestations? Ce n'était pas notre gouvernement qui était à l'initiative pour l'exercice de la délégation à la pierre. Et certains disaient « non, je ne le ferai pas parce que c'est tel gouvernement qui l'a proposé ». Moi, je l'ai expérimenté. Eh bien, je vous dis que ça marche et que le résultat ensuite, pour construire davantage de logements sociaux, sont là. Alors n'ayons pas peur de l'innovation et du changement. Mais expérimentons, testons, vérifions. Et donc l'année 2013 sera l'année de la concertation, de la discussion sur tous ces sujets. Je sais que les collectivités locales et leurs élus sont prêts à prendre toute leur part dans l'effort national de redressement des comptes publics. Les grandes associations d'élus, dont la plus grande, l'Association des maires de France, l'a dit encore ces derniers jours. En contrepartie, les collectivités locales bénéficieront d'une plus grande visibilité, gagneront en autonomie et en responsabilité. C'est l'objet du pacte de confiance que je souhaite négocier et établir entre l'État et les collectivités locales pour marquer durablement le rôle
de chacun et l'effort de chacun. Il n'y a pas de possibilité d'avancer sans dire les choses clairement. Et s'agissant des concours financiers de l'État, oui, ils seront maintenus en valeur pour la période 2013-2015, mais ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans plus de justice dans la répartition, dans la péréquation, mais aussi ça vaut pour la fiscalité locale, parce que partout l'objectif, c'est la justice. Il n'y a rien de pire sur toutes ces questions d'annoncer le grand soir de la décentralisation et de la réforme de l'État et de ne jamais le faire par frilosité ou par conservatisme. Et je sais que votre Assemblée est prête à faire preuve d'audace, d'innovation, parce que vous sentez la France, vous la connaissez, et que vous voyez bien que nous sommes à un tournant, à une attente exceptionnelle du pays. Eh bien, je sais que les collectivités locales sont aussi confrontées à des problèmes comme ceux du financement. C'est vrai cette année, c'était vrai encore il y a peu de temps. Le gouvernement, évidemment, suit au jour le jour cette question. Votre commission des finances a été informée hier de l'évolution du dossier très difficile d'Exia. Et pour faire face à cette situation, l'État a mis en place un dispositif exceptionnel avec le déblocage d'une nouvelle enveloppe de financement sur le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Le ministre de l'Économie et des Finances fera le point avec chacune des banques. Oui, les banques, parce que jusqu'à présent, à part la Caisse des dépôts et la Banque postale, peu de banques veulent s'engager pour les collectivités locales. Pourquoi ? Est-ce que c'est acceptable ? Eh bien, nous leur demandons à chacune qu'elles respectent leurs engagements de maintenir, voire d'accroître leur offre de crédit. Et quant à la Banque postale, elle vient de lancer sa première offre de crédit à court terme qui devrait compléter le partenariat avec la Caisse des dépôts pour contribuer durablement au financement du secteur public local. À cet instant, je voudrais rappeler aussi que cette nouvelle étape de la décentralisation doit marquer une nouvelle étape, un nouveau progrès vers l'égalité entre les territoires. C'est l'égalité dans l'accès aux services publics. Et je pense en particulier à nos concitoyens des quartiers populaires et des zones rurales. Nous sommes tous conscients, je l'ai dit, de la nécessité d'une péréquation entre collectivités. Et ce n'est pas facile. Il y a toujours une bonne raison pour refuser l'effort pour les autres. Mais il faut faire bouger, là aussi, l'état d'esprit. Si on fait preuve de pédagogie, d'écoute, de persuasion, non pas pour imposer, mais pour convaincre que la justice, c'est l'intérêt du pays pour sa cohésion. Quand une partie du peuple se sent abandonnée parce qu'il habite dans des cités, dans des banlieues, ou parce qu'il habite dans des régions rurales très éloignées des centres urbains, ou même dans ce qu'on appelle le périurbain, qui est souvent inaccessible par des transports publics de très mauvaise qualité, alors il y a une partie des Français qui décrochent et pour lesquels les mots de liberté, d'égalité, de fraternité, de république ne peuvent plus rien dire. Eh bien, moi, je revendique avec vous ici, avec le Sénat, la belle idée de la République, mais à condition de la rendre concrète pour tous nos concitoyens, et pas seulement une partie de la France. Dans le même esprit, celui de l'égalité entre tous les territoires qui font la France, je salue particulièrement les sénateurs des Outre-mer. Et je vous l'ai dit hier, l'État entend adopter de nouvelles orientations. Je veux enfin que la décentralisation et la réforme de l'État marchent d'un même rythme, parce que je crois à un État qui ne s'occupe pas de tous les détails, ou quand il est affaibli, n'a rien d'autre à faire que de produire des normes et des règlements supplémentaires pour soi-disant affirmer une autorité. Moi, je veux un État stratège, garant de la cohérence des politiques publiques, de la solidarité entre les citoyens et les territoires. Restaurer la puissance publique, c'est un impératif, je viens de le dire pour nos concitoyens, mais c'est aussi pour les fonctionnaires et les agents de toutes les fonctions publiques, de l'État, de la fonction publique hospitalière comme des collectivités territoriales, un moyen de restaurer la confiance si abîmée ces dernières années. Nous avons besoin d'une fonction publique considérée et respectée, et je dis devant les sénateurs, j'ai confiance dans la qualité et l'engagement des fonctionnaires de la France. Alors, si l'État doit se réformer, se concentrer sur ses missions essentielles, et il y en a beaucoup, je pense bien sûr à la justice, à la sécurité, mais aux autres missions stratégiques, et souvent l'État s'est affaibli pour les garantir et les assurer. Je veux aussi que l'État déconcentré
puisse aussi être utile à la mise en mouvement de toute la société, pas être là simplement pour contrôler, mais pour aider, pour accompagner,